Je crois qu'on va parler en français. Alors, je remercie José Manuel Costa, Nicolas Mattanti et Natacha Laurent pour avoir accepté ces rencontres. Tout le long de la semaine, de ces 8 jours, dans ces rencontres, on essaie d'aborder de questions qui sont liées au festival, aux films qu'on présente, mais aussi en réflexion sur le passage du film à digital et aussi les grands thèmes du cinémathèque. Alors, dans les dernières 2 années, il y a eu beaucoup d'anniversaires très importants d'archives qui ont supéré les 50 ans, parfois largement supéré les 50 ans, comme c'est dans les cas de la Cinémathèque royale de Belgique. Et donc, on voulait profiter de la présence de conservateurs, de directeurs de ces cinémathèques pour réfléchir ensemble sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui une cinémathèque et quel est l'avenir d'une cinémathèque. Je dois dire que dans ces jours, voir toutes les salles comblées de gens et voir aussi qu'il n'y a pas seulement des anciens spécialistes, mais il y a aussi tout de nouveaux publics de jeunes qui viennent voir les films restaurés, nous a chauffé les cœurs, je crois, à tout le monde. Mais bon, alors, je commencerai avec des questions techniques. Donc, si chacun de vous nous raconte alors l'âge de sa cinémathèque, depuis combien de temps vous êtes devenu directeur de la cinémathèque, et aussi si vous pouvez nous donner assez rapidement de détails sur la taille, donc les bilans, les nombres de personnel, et aussi sur l'équilibre parmi les activités de conservation, les activités de présentation, les activités éditoriales. En gros, si c'est possible, nous donner un pourcentage de l'activité de chacun de ces grands secteurs d'activité du cinémathèque. Zévanel, tu commences? Ok, grazie. Merci encore Jean-Luc et Bologne et tout, et la Cinémathèque pour ces rencontres qui sont vraiment incroyables. J'étais pas là l'année dernière, j'étais pas là. Je trouve ça vraiment incroyable, donc félicitations. Pour l'histoire, je veux parler très court parce que je veux parler de l'avenir. Donc pour l'histoire, la Cinémathèque au Portugal a été créée par une loi de 1948, ce qui veut dire que d'une certaine manière, nous sommes ce que j'appelle en général la deuxième génération, donc ceux qui sont venus après la guerre. Mais en fait, on l'a construit au fur et à mesure au début des années 50 et l'ouverture publique a été vers 56. Donc vers 56, on avait déjà une programmation, un travail de programmation. Il y avait des blocos climatisés qui étaient ouverts cette année-là. Il y avait toute une petite collection de films, mais quand même une collection et aussi une collection déjà importante d'autres documentations de cinéma. C'est quelque chose à laquelle je donne beaucoup d'importance. Je pense qu'être un peu âgé, ça veut dire avoir des collections, mais c'est très important les collections qui dépassent aussi les matériaux films. Donc voilà, on commence vers les années 50. Nous avons une collection que j'appelle moyenne, donc en ce qui concerne les titres et sans intégrer la quantité énorme de titres numériques qui ne sont pas nécessairement des features qui arrivent chaque jour maintenant. Nous avons une collection d'à peu près 35 000 titres, donc ça veut dire à peu près 100 000 matériaux, mais 35 000 titres, d'où une collection de longs métrages, surtout du cinéma mondial, autour de 5 000 à 6 000 titres, parce que la production portugaise était plutôt petite. Donc,
nous avons tout le cinéma portugais qui existe, qui n'est pas perdu. Jusqu'au film récent, nous l'avons conservé à la Cinémathèque. Nous avons travaillé beaucoup sur une politique de préservation. Et voilà, qu'est-ce que je dois dire encore? La Cinémathèque portugaise croit très fortement à la combinaison de l'activité de conservation et de programmation. C'était notre profil depuis longtemps. C'était l'insistance qu'une cinémathèque, c'est un musée du cinéma, et un musée, ça conserve et ça montre des films. Donc, nous ne sommes pas une archive. Notre modèle institutionnel, c'est un modèle, nous gardons ça dans le titre maintenant, Cinémathèque portugaise Museu do Cinema, comme Bruxelles, comme beaucoup d'autres. Donc, une cinémathèque, c'est un musée qui intègre une archive nationale. Donc, notre département de conservation, qui s'appelle l'Archive nationale des images en mouvement, c'est, dans le cas portugais, intégré dans l'institution cinémathèque musée, comme musée. Donc, notre activité a été toujours axée sur les deux volets. Aux années 90, on a construit un grand centre de conservation que tu connais bien aux alentours de Lisbonne, la Nîmes. Et nous arrivons à l'époque présente avec beaucoup de problèmes qui sont nouveaux, qui sont récents, et nous essayons de survivre à travers la crise qui est arrivée au Portugal. Moi-même, j'ai fait partie des meubles de la maison. J'ai commencé aux années 70. Quand il y avait l'occupation de Torbelle en 75, j'entrais à la Cinémathèque et donc j'ai commencé à travailler là. Et je suis devenu directeur cette année. Donc je suis très jeune comme directeur et très vieux comme archiviste. Merci. Nicolas Massanti. Bon. Déjà bien, merci, évidemment. C'est toujours magnifique parler déjà être à Bologne, que pour moi d'immigrer devient difficile et rare, et puis bon, c'est inutile de dire que c'est un lieu incroyable. Mais je l'ai déjà dit dimanche soir. Bon, bref, Cinémathèque Royale a été fondée en 1938, donc on a fêté les 75 ans belges, ou les 75 en français, l'année passée. Et 1938, c'est un groupe d'intellectuels qui fonde la Cinémathèque avec un statut dont j'ai écrit sur le journal de la FIAF, donc si vous voulez lire, allez retrouver le journal, qui est, je trouve, magnifique, un statut, une mission, une définition d'une mission qui est absolument magnifique, qui est conservé le cinéma sans adjectif, donc pas le cinéma belge, pas le cinéma muet, pas le cinéma sonore, mais le cinéma point, et le cinéma entendu comme tout ce qui est cinéma, les affiches, les photos, les livres, tout ce qui est autour du cinéma, autour des films. Les collecter, les conserver et les montrer. Ça c'est là, avec tous les moyens. Donc c'est magnifique, c'est comme s'il y avait les DVD dans la mission de la Cinémathèque, il parle de tous les moyens possibles. Il inclut livres, projections, etc. pour diffuser l'histoire du cinéma. 1938, vous savez, c'est une cinémathèque qui a eu 4 directeurs sur 75 ans, qui est pas mal comme moyenne. Commence avec M. Thierry Fass qui fonde donc la cinémathèque, et puis on passe naturellement à Jacques Ledoux, qui reste jusqu'à 88 et qui est le grand personnage du concept même des cinémathèques, pas seulement de la cinémathèque, un grand penseur qui a défini c'est quoi une cinémathèque. Et puis naturellement Gabriel Claes à partir de 89 techniquement je crois, et puis en 2012 il y a l'immigré italien qui arrive. La Cinémathèque a donc toujours, donc à partir de ce statut, de cette mission, fait tout. Il a conservé, donc notre collection aujourd'hui est de environ 73 000 titres, 73 000 titres,
250 000 éléments, quelque chose comme ça, dont le 20%, donc environ 14 000 à 15 000 titres, sont de production belge. Donc, si vous voulez renverser, les 80% sont des films non belges. Et on a, aux années 70, on a créé un laboratoire de restauration qui existe depuis les années 70. Et on a 3 salles à Bruxelles et un réseau de salles dans le reste de la Belgique qui grosso modo font entre 170 et 180 000 entrées par an. Et on a un département de distribution avec 250 titres dont on a les droits pour la distribution en Belgique. On a une série de DVD qui a commencé en 2004 ou 2005, sauf erreur de ma part, qui a maintenant 44 titres ou 45 ou je ne sais pas quoi, parce que finalement je pense qu'on en ajoute tous les jours, et qui est surtout basé sur notre patrimoine. Et on a naturellement des collections en film, une bibliothèque de 60 000 titres, et une des plus belles collections, je dois dire, de revues, parce qu'on a la revue de tout le monde, donc on ne se limite pas au français ou en anglais, étant un pays bilingue. On a presque, je ne vais pas dire toutes les revues du monde, mais enfin on a 350 revues actives seulement aujourd'hui. On a souffert évidemment de la crise, mais on avait l'avantage qu'on avait un budget tellement ridicule qu'on ne savait pas couper. Donc quand ils sont arrivés, on coupe, et puis la cinémathèque, qu'est-ce qu'on coupe? Il n'y a rien à couper. Donc notre budget est absolument incroyable et ridicule. Mais au Portugal, on était petit, on a coupé la moitié. Mais après, on parle donc, et on a 50 plein temps équivalents, donc 50 plein temps, disons environ 60 personnes qui travaillent à la cinémathèque, et je pense que c'est tout, non? Je vais poser plusieurs questions. Non, c'est tout. Et les budgets à peu près, c'est quoi? Le budget qu'on reçoit de l'État est 3 millions. 3 millions d'euros par an, et puis les activités propres, et on arrive un peu plus que 4. Et Zemanel, le budget total du... Ce qu'on reçoit de l'État maintenant, c'est 2 millions, mais on a baissé parce qu'on recevait avant à peu près 5 millions, entre 4 et 5. Donc 2 millions, et ce qui inclut tout, hein, tout le personnel, toutes les dépenses, toutes les installations, etc. Et les recettes, au-delà de ça, c'était peu. Et il y a des subventions ponctuelles du gouvernement encore pour essayer de ne pas disparaître. Donc, voilà. Mais parler des budgets, c'est la chose la plus compliquée quand on compare la cinémathèque, parce qu'il faut comparer beaucoup de choses qui concernent la dimension, l'équipe, les installations, beaucoup de choses. Donc c'est un sujet un peu compliqué. Natacha. Merci beaucoup Gianluca, et merci beaucoup à Bologne. Je ne redirai pas ce que mes collègues et amis viennent de dire, mais c'est vrai que c'est un lieu extrêmement important et un lieu admirable. Et en plus, nos villes sont jumelées, n'est-ce pas Gianluca? C'est vrai. Alors, la Cinémathèque de Toulouse a été fondée en février 1964 par Raymond Borde, qui est un intellectuel toulousain, historien du cinéma, qui ne fait pas ça professionnellement puisqu'il a une fonction par ailleurs. Il est inspecteur des finances. Et il travaille avec, donc il fait partie d'un groupe de cinéphiles toulousains, et c'est avec ce groupe qu'il fonde en 1964 cette cinémathèque. Alors Toulouse est à ce moment-là, et reste aujourd'hui, une grande ville de pratique cinématographique, pas de production, mais de passion du cinéma, avec beaucoup de salles, beaucoup de ciné-clubs. Et notre cinémathèque est très clairement issue de cette cinéphilie populaire, de cette cinéphilie ciné-clubiste, comme on dit. Cette cinémathèque est créée comme association loi 1901, c'est donc une initiative privée et qui trouve les premiers financements publics seulement au début des années 80.
À ce moment-là, en 64, il y a une grande cinémathèque en France, c'est la Cinémathèque française qui a été créée en 1936 par Henri Langlois. Et il faut attendre 1969 pour que les archives françaises du film soient créées au sein du Centre national de la cinématographie, du cinéma aujourd'hui. Donc c'est une cinémathèque née d'une initiative privée à 700 km de Paris, dans un pays ultra centralisé et qui le reste aujourd'hui. Et ça donne à la Cinémathèque de Toulouse une identité, je crois, très particulière, parce qu'elle est le résultat à la fois d'une initiative locale, d'une histoire nationale, puisque entre Langlois et Borde, il y a eu une longue relation qui s'est terminée par une rupture, mais il y a eu quand même des échanges extrêmement importants. Et puis ensuite, l'histoire a repris, bien sûr, entre nos deux institutions et se poursuit aujourd'hui. Et puis c'est une histoire internationale, puisque la FIAF a joué un rôle absolument déterminant dans l'histoire de la Cinémathèque, dans les collections de la Cinémathèque, dans ce qu'elle est aujourd'hui. Alors la Cinémathèque, c'est 44 000 copies, c'est 500 000 photos, 75 000 affiches, 3 000 titres de revues. Donc là aussi, une cinémathèque qui retrouve un certain nombre des principes fondateurs que viennent d'exposer Nicolas et José Manuel, puisque notre fondateur était très attaché justement à la dimension historique et sociologique du cinéma et considérait qu'il ne devait pas porter de jugement esthétique ni artistique sur ce qu'il avait à conserver. Et nous restons, nous aussi, persuadés qu'une cinémathèque, c'est d'abord une collection, mais une collection qui s'articule avec une politique de valorisation et que les deux doivent aller de pair. Et nous sommes très attentifs, en termes notamment budgétaires, à ce que les deux parties, les deux jambes, comme dit notre présidente Martine Offroy, les deux jambes de la cinémathèque marchent ensemble de concert et qu'elles soient toutes les deux de la même longueur. On marche mieux quand on a deux jambes de la même longueur. Donc voilà pour l'histoire. Pour ce qui est donc de la fiche d'identité de la Cinémathèque, si vous voulez, nous sommes 35, ça représente 29 équivalents temps plein. Nous avons un budget annuel de fonctionnement de 2 400 000 €. Un tiers, donc on a 80% de subventions publiques, 20% de recettes propres. Un tiers des subventions publiques vient du Centre national du cinéma. Un tiers vient de la ville de Toulouse. Et un tiers vient du département et de la région Midi-Pyrénées. Voilà, nous avons donc maintenant depuis 2004 un centre de conservation et de recherche moderne qui nous permet de conserver dans des bonnes conditions l'intégralité des collections. Et nous avons un autre bâtiment en centre-ville qui nous permet d'accueillir le public. Nous avons deux salles, une de 196 places et l'autre de 39 places, ce qui nous permet d'accueillir chaque année 82 000 spectateurs dans ces salles. Je ne parle que des spectateurs, je ne parle pas d'exposition. Voilà pour la fiche d'identité. Merci. Donc, trois institutions qui ont une histoire un peu différente, qui ont aussi des tailles un peu différentes. Trois institutions très actives et qui jouent un rôle important dans leur pays et aussi sur une dimension européenne et internationale. Alors, une première question, c'est dans cette époque de changement, de grands changements, dans cette époque aussi des crises économiques, le digital est arrivé sur pas seulement sur la programmation, le digital est arrivé sur la restauration, sur la conservation, sur le catalogage, sur les systèmes de communication. Alors, quelle est, selon vous, une cinémathèque dans l'ère du digital? Qu'est-ce que vos institutions sont en train de faire? Quel est le dialogue entre vos institutions et l'ère digitale? Je commence. Bon. J'ai peut-être une vision différente de beaucoup de mes collègues. Je pense que d'abord, je ne vois pas la transition numérique qui a été faite. Je ne la vois pas, comme certains de mes collègues, comme encore un autre changement technologique, comme ceux qui ont
qui ont arrivé pendant l'histoire du cinéma au XXe siècle. Je pense que ce qu'on a vu récemment, ces dernières années, et le changement vers le numérique, est un changement d'un autre ordre qui pose des problèmes absolument nouveaux et qui ferme une espèce de première période du cinéma. Je ne veux pas dire que le cinéma est mort, mais je veux dire que le changement n'est pas la même chose que ce qui s'est passé à travers le XXe siècle. On a eu beaucoup de changements et la vision qu'on a, nous, chacun de nous, à propos de ça, a des conséquences envers notre travail vers l'avenir. Je pense qu'on vient de fermer une époque qui était une époque absolument cohérente où la notion de cinéma est une notion intégrée qui concerne la technologie de production, toute la chaîne jusqu'à la réception du public, la réception des films en salle comme le moyen privilégié d'accès aux films et l'expérience collective du cinéma. Je pense que cette période-là, d'une certaine manière, ça c'est terminé, et je pense donc que l'époque que nous vivons maintenant est une époque de changement radical de ce qu'on appelle le cinéma. Je ne suis vraiment pas plus sûr que quand je parle du cinéma, je veux dire la même chose que, par exemple, les jeunes qui arrivent chez nous, qui ont 20 ans maintenant. Et je pense que la première conclusion pour moi, c'est que on devrait vivre au présent en face de ce changement radical du cinéma. On devrait vivre une période très forte, très intense, très bouleversée aussi, mais très intense de ce que j'appelle la muséologie du cinéma. C'est-à-dire, si en quelque sorte le cinéma qu'on a connu de cette manière est fini, notre travail envers cet héritage, cette mémoire, ce patrimoine devait être un concernement très fort et pas seulement une façon légère, disons, une façon de discuter encore un changement. Ce que je veux dire touche la comparaison avec d'autres époques historiques. Par exemple, les cinémathèques même ont été nées d'un changement, à partir d'un changement dans l'industrie. La fin du muet était une des raisons, peut-être la plus importante, qui a déclenché l'impulsion définitive de création des cinémathèques dans le monde occidental, et donc la perte qui venait avec, la perte de l'industrie, qui jetait les films par la fenêtre au commencement du sonore, qui jetait les grands chefs-d'œuvre du muet au commencement du sonore, a été une impulsion décisive pour la création des cinémathèques. Donc je dirais que les deux grands moments, si on prend dans sa généralité absolue les deux grands moments de la muséologie du cinéma, aujourd'hui devaient être d'abord le moment de création, justement en face de cette mutation énorme du muet au sonore, et l'autre grand moment, c'est justement aujourd'hui en face d'une mutation qui dépasse très fortement, de loin, celle qu'on a vue dans le passé. C'est-à-dire, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas la fin d'un processus, c'est pas la fin ni du muet, ni du nitrate, ni de aucun détail de la production, de la chaîne de production et diffusion du cinéma. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la fin de tout un ensemble qui était d'une cohérence absolue. La standardisation de la projection 35 mm des Edison à la fin du 19e siècle jusqu'après, il y a 3-4 années, c'était pas seulement une force industrielle qui en était aussi, c'était aussi une histoire très cohérente de quelque chose qui commence, qui traverse des changements, mais qui résiste pendant un siècle. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, et qu'on est en train de voir, dont on voit la fin devant nos yeux. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord que changer la production et la projection du cinéma de pellicule aujourd'hui en substituant par le numérique, c'est seulement quelque chose comme le passage du nitrate au safety, de la lumière d'arc, la lumière xénon, ou du muet au parlant, ou aucune autre époque. C'est vraiment quelque chose de plus grand, plus complexe, plus radical, qui est la fin d'un art
qui était absolument inséparable d'une technologie. Et la fin de cette technologie pose des problèmes nouveaux qui concernent tout ce qui reste à faire en face de nous, c'est-à-dire toute la transmission de ce cinéma d'un siècle qui a été fait pendant un siècle, une transmission que nous, cinémathèques, doivent faire en tant que les musées de cinéma. C'est une transition qui doit commencer par réfléchir à cette question. Quel est le rapport entre cette technologie qui a disparu et la notion même de cinéma, l'expérience du cinéma? Je pense que si on conserve les films dorénavant, si on enseigne le cinéma seulement à travers le numérique, dans quelques années, personne, aucun jeune pourra comprendre comment le cinéma a été vraiment dans le XXe siècle. Pourquoi c'était comme ça le langage du cinéma? Pourquoi l'esthétique du cinéma c'était comme ça? Parce qu'on ne peut pas comprendre cette esthétique et ce langage sans comprendre la technologie qui était avec et sans avoir l'expérience de cette technologie. Donc pour moi, le grand enjeu maintenant, c'est avant tout prendre position par rapport à ça. Quel est notre rôle par rapport à ça? Et je donne une petite grande réponse moi-même. Je pense que, et là il y a des différences entre nous, je pense que une des questions préalables, c'est justement de dire clair que c'est notre position en tant que cinémathèque portugaise que dorénavant la transmission du cinéma dans tous les aspects doit être faite, si possible, c'est déjà un point de partie, si possible, en respectant la technologie d'origine. C'est-à-dire, nous voulons continuer, tant que possible, j'en parlerai sur les problèmes pratiques, tant que possible, à travailler avec la technologie photochimique en ce qui concerne l'héritage photochimique. C'est-à-dire, on ne croit pas, nous ne croyons pas qu'on peut continuer, on peut transmettre dans son ensemble cette expérience d'un siècle à travers une technologie qui est absolument, dans l'essentiel, différente dès le départ. Et donc, je crois qu'une première question, une première réponse, c'est ça. Nous voulons conserver et montrer le cinéma en respectant sa technologie d'origine. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de spectres là-dessus. Le premier, c'est vraiment la continuité de la production de pellicules. Nous gardons un laboratoire photochimique, comme quoi, je pense, vous l'avez aussi ici. Donc pour moi, pour le moment, les labos photochimiques qui résistent, c'est déjà une petite réponse, mais vraiment la grande question, c'est la pellicule. Disons, pour faire court, que en face de tous les problèmes pratiques qu'on doit affronter, je pense qu'il faut quand même avoir un peu d'idées claires et des principes, et savoir qu'est-ce que nous voulons comme ensemble, comme, pas une cinémathèque, mais comme les cinémathèques. Et je pense que une des questions intéressantes, c'est que je crois que les cinémathèques dans le monde aujourd'hui, elles ont un pouvoir pratique, même si nous sommes toujours faibles et que nous n'avons pas résolu des problèmes essentiels après toutes ces années d'histoire, comme par exemple la question des droits, on peut en parler, mais en face, même tenant compte de toute notre fragilité, je pense que comme un ensemble d'institutions, un ensemble de collections dans le monde, nous avons un pouvoir qui dépasse ce que nous croyons aujourd'hui. Nous avons le syndrome de la faiblesse. Nous avons passé une histoire en parlant de nous-mêmes comme des choses très faibles, et nous sommes plus forts. Merci. Nicole. Je vais essayer de dire... on peut parler après, on l'aime depuis toujours. Et moi, j'aime mes enfants. Je les aime profondément. Et je les aime aussi quand ils font des conneries. Le cinéma, pour moi, c'est la même chose. J'aime profondément le cinéma. J'appartiens aux générations qui a commencé il y a, pour moi, et c'est monsieur au fond de la table, il y a plus que 30 ans.
Et étant restauré des films pendant une partie importante de ma vie, j'ai une relation tout à fait sexuelle avec la pellicule. C'est le seul mot, c'est sensuel au moins avec la pellicule. Quand je vois récemment, on a retrouvé un fine grain d'un film américain chez nous, et quand je l'ai regardé, ça a été une expérience tout à fait orgasmique, je veux dire. C'est Dieu qui se manifeste devant toi. La beauté de ce nitrate tiré en 1940 quelque chose, dans l'un des meilleurs laboratoires du monde, qui était à Los Angeles à l'époque, qui est arrivé à Bruxelles. Voilà. Moi, je pense que passer au numérique pour le cinéma est une chose que je ne suis pas nécessairement d'accord. Mais, comme les enfants, quand ils font des conneries, on les aime quand même. Le cinéma est là, continue. Une chose que... Moi, je suis lente, je ne suis pas très intelligent, ça me prend du temps de comprendre des choses. Et les 75 ans de la Cinémathèque m'ont appris 2-3 choses. Une des choses que j'ai appris, que j'ai compris finalement, qui est évidente à tout le monde, moi je dirais, c'est que quand les cinémathèques ont été fondées, ils faisaient du cinéma contemporain. Je veux dire, quand on a invité Stroheim ou Buñuel à Bruxelles, il venait de faire un film. Buñuel venait de tourner et il est venu présenter l'Âge d'Or. Ledoux a physiquement aidé, et il est dans le film, Chris Marker dans la GT. Si vous demandez à Peter Kubelik, Peter va vous dire « Ma vie a changé grâce à Ledoux qui a fait le festival de Knock ». Si vous demandez à Martin Scorsese, c'est nous qui on lui a donné la pellicule pour tourner The Big Shave. C'était un rapport. Le cinéma est vivant. Le cinéma est toujours vivant. Et là, c'est une personne avec une âme qui fait des conneries. Et on aime cette personne toujours. Et le rapport des cinémathèques, de vraies cinémathèques, avec le cinéma n'est pas le cinéma du passé, c'est le cinéma du passé et de l'avenir et du présent. Et nous sommes ici pas pour garder le passé, nous sommes ici pour garder l'avenir. Une cinémathèque s'occupe seulement de l'avenir. L'avenir du cinéma qui existait, l'avenir du cinéma qu'on produit aujourd'hui et l'avenir du cinéma qui viendra. C'est pour ça qu'on vit dans une vie de contradictions. Donc nous avons un laboratoire analogique qui peut tirer de magnifiques copies 35, mais d'autre part, je voudrais l'avoir avec moi. Cher M. Mazzanti, est-ce que vous pouvez nous envoyer la Shoah, on veut envoyer le Schindler's List parce que nous voulons raconter la Shoah aux enfants. Oui, naturellement, on a un copie sous-titré bilingue. Un DCP? Non, on ne l'a pas. Dommage. On ne peut pas montrer parce que dans notre salle au fond de Flandre, il n'y a que du numérique. Et moi, je n'aime pas l'idée de vivre avec une génération qui ne peut pas parler de la Shoah parce qu'il n'y a pas un foutu DCP de Schindler's List. À part le fait que je préférerais parler de la Shoah avec d'autres films. Mais ça, c'est une autre discussion. C'est tout à fait autre discussion. Parce que ça s'applique aussi à d'autres films qui n'existaient pas en principe. Et franchement, si je peux dire, dans la direction de Gemanel, moi je suis très préoccupé de la disparition de la pellicule. Mais la chose qui me terrorise vraiment et qui ne me fait pas dormir la nuit, ce n'est pas la disparition de la pellicule, c'est la disparition de la salle. Quand je vois Piazza Maggiore ou cette salle ici, franchement, je m'en fous s'il y a du numérique ou de la pellicule là-dedans. Ce que je veux, c'est la sphère publique du cinéma. Et dans un monde où chacun de nous ne fait que se masturber devant des iPods dans la solitude la plus triste, moi franchement c'est de ça que je pleure. Donc dans mes contradictions entre l'amour d'un 35, le dégoût un peu du numérique, si pour avoir la salle pleine et les gens, je dois en faire une restauration numérique, j'en fais une restauration numérique. Et je suis content de le faire. Cela dit, il y a des restaurations qu'on peut faire que en numérique. Et là, c'est une autre discours. Et il faut, parce que ce n'est que le numérique qui permet de retrouver la beauté et les couleurs et les choses de certains films. On vit une vie de contradiction, oui.
Et il faut, selon moi, y faire face. Natacha? Alors, moi, ce que je voudrais juste ajouter, puisque José Manuel et Nicolas ont déjà dit l'essentiel de cet énorme problème que l'on a tous les jours à résoudre, c'est que pour nous, je pense que le plus difficile aujourd'hui, c'est de faire les deux en même temps. Et nous, ne pas oublier la pellicule et en même temps apprivoiser le numérique et en faire un outil quotidien au service de notre mission. Pour nous, c'est le plus difficile en termes de compétences, c'est le plus difficile en termes d'équipement, c'est le plus difficile en termes financiers, c'est d'arriver à ne pas lâcher l'un pour l'autre. Si on lâche le numérique, on est complètement out très rapidement et on se réfugie dans un monde complètement du passé. Et si on oublie la pellicule, eh bien, on perd le cinéma et on perd le XXe siècle. Donc pour moi, le plus compliqué, c'est vraiment ça. Les questions se posent tous les jours. Nicolas parlait de faire sortir un film qui n'existe qu'en pellicule dans une salle qui ne peut plus projeter de la pellicule. C'est tous les jours qu'on arrive à ces questions-là. Et on peut avoir des principes, mais quand il y a une décision à prendre et quand il faut trancher et choisir, eh bien, la réalité, parfois, ne correspond pas forcément à ce que vous souhaiteriez faire, mais il y a des moments où eh bien, il faut sortir le film, parce que sinon, effectivement, la collection ne vit plus. Alors, on peut faire ce choix-là aussi, de dire la collection est morte, c'est plus qu'une collection, donc témoin, mais si on veut la faire sortir, il faut bien sûr apprivoiser la pellicule. Ce que disaient Nicolas et José Manuel me semble absolument essentiel, c'est-à-dire que les cinémathèques, certes, doivent conserver le passé, mais elles doivent collecter le présent. Et ça, collecter le présent du cinéma, c'est aujourd'hui ce qu'il y a de plus compliqué aujourd'hui pour nous. Et la dernière chose que je voudrais ajouter, puisque je ne dirais pas que tout a été dit, mais l'architecture générale a été dit, je crois que la grande différence par rapport à la période où, par exemple, notre cinémathèque a été fondée, c'est le statut même du patrimoine de cinéma dans notre société capitaliste. C'est-à-dire que dans les années 60, les cinémathèques étaient les seuls lieux où on s'intéressait à du cinéma ancien, c'était les seuls lieux où on trouvait un intérêt au cinéma ancien, et où donc on le choyait, on l'accueillait, on s'en souciait, on l'aimait. Et ce patrimoine a progressivement pris une valeur marchande de plus en plus importante. Et je pense que l'une des difficultés aussi quotidiennes à laquelle on est confronté, c'est une marchandisation grandissante du patrimoine cinématographique qui va de pair avec bien sûr toute la dimension du numérique. L'un et l'autre se nourrissent. Mais pour moi, c'est une des dimensions du problème et c'est une des dimensions quotidiennes du problème. Merci, je crois que vous avez touché tous les points, l'ampleur des questions. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, donc je reviens sur une question évidente, c'est la difficulté de travailler aujourd'hui dans une cinémathèque qui nécessairement a une double vie, a une vie digitale, une vie analogique, et c'est aussi la période de coupure de bilan, donc double vie avec moins d'argent quand on avait une vie, seulement une vie. Et l'autre question, c'est évident, on est vraiment dans une époque de grands changements, et dans cette époque de grands changements, l'activité d'éducation à l'image est essentielle. Et donc, vous avez dit, on travaille sur l'avenir du cinéma, la centralité de la salle, et c'est la formation de nouveaux publics. Comment essayer de toucher, pas seulement de continuer à avoir une relation avec un public qui suit votre activité, mais comment essayer d'élargir un public en gardant la qualité et la politique de vos institutions. Alors, c'est sur ça. Et donc, on va se revoir dans un an. D'ici un an, quel est le projet central que vous pensez de mener sur ça, sur l'avenir du cinéma, la formation de votre public et l'élargissement de votre public, surtout du public jeune. Et je commence avec Natacha, parce que si je commence avec José Manuel, vous n'aurez pas de temps pour parler. Je vais être plus sympathique. Voilà. C'est ça l'avantage.
Sur cette question qui rejoint celle que Nicolas a posée sur la question de la centralité de la salle, je pense que c'est notre combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours, il ne faut pas se voiler la face. Et quand un jour on a réussi à avoir des salles pleines avec des gens jeunes, on sait que le lendemain il faut recommencer et que ça ne sera pas forcément les mêmes outils, ça ne sera pas forcément les mêmes dispositifs. Bon, nous, on a déjà la chance à Toulouse d'être dans une ville jeune, d'être dans une ville étudiante comme Bologne, et donc ça déjà c'est un bon point de départ parce que ça veut dire qu'au moins on a un public. Alors je vais pas, je ne sais pas d'ailleurs si je saurais tenir un discours général là-dessus et théorique là-dessus, Gianluca. C'est plus des expériences finalement très pragmatiques de relations avec, mais toujours avec des... J'ai pas envie de dire des partenaires, parce que c'est plus que des partenaires, c'est à chaque fois des relais, si vous voulez, qui sont soit dans des milieux pédagogiques, soit hors milieu pédagogique, bien évidemment. En France, le CNC a mis en place des dispositifs d'éducation à l'image qui sont des dispositifs nationaux. Vous en avez pour les scolaires, vous en avez pour les collégiens, vous en avez pour les lycéens. La Cinémathèque de Toulouse n'est titulaire d'aucun de ces dispositifs. Donc déjà, c'est clair. Et à partir de là, on a construit une politique qui prend beaucoup de temps, mais qui finit par porter ses fruits, qui est pour ce qui concerne le pédagogique, je parle que du pédagogique, je parlerai de l'autre après, c'est d'écouter les enseignants. D'écouter les enseignants et de les suivre de façon extrêmement précise et extrêmement adaptée, parce que ça prend du temps, ils ont tous des demandes différentes, mais pour que le cinéma puisse entrer véritablement dans un projet pédagogique et ne soit pas simplement une sortie de fin d'année, mais qu'elle soit vraiment, que la projection soit vraiment accompagnée et vécue comme une projection en tant que telle. Il y a un autre outil que l'on a, un outil, pardon de parler comme ça parce que c'est pas un outil, mais si on se place du point de vue de la question que vient de poser Gianluca, j'en fais un outil du coup. Toulouse est une ville très musicale, autant que cinéphile d'ailleurs, avec une passion ancienne pour la musique et beaucoup de groupes différents de musique. Et ce qu'on a mis en place, et là je m'inscris complètement dans l'héritage de la Cinémathèque de Toulouse et dans la politique que Jean-Paul Gors, qui a été le directeur de cette institution dans les années 80 et 90, a mis en place, c'est tout un travail sur les ciné-concerts, mais sur une compréhension, on va dire, ouverte du ciné-concert, qui est vraiment compris comme une rencontre entre le cinéma et la musique. Et du coup, l'ouverture de la Cinémathèque à des groupes de musiciens, beaucoup de Toulousains, mais pas que du tout, mais il se trouve que la scène toulousaine est très riche et nous offre des possibilités assez incroyables avec des prises de risques que je trouve absolument passionnantes et qui nous permettent, pour répondre à ta question Gianluca, qui nous permettent d'attirer un public qui viendra parce qu'il y a 2 batteurs qui vont accompagner le cabinet du docteur Caligari. Ils n'ont jamais vu le cabinet du docteur Caligari, ils vont venir pour les 2 batteurs et ils vont sortir en ayant découvert, et ça on l'a vécu et on le voit très bien sur les chiffres de la programmation des ciné-concerts. C'est vraiment quelque chose ça qui fonctionne, mais qui demande à être réinventé tous les jours. Enfin, je pense que là c'est une réinvention quotidienne de ces dispositifs. Et puis bien sûr avec l'université, mais je pense que Bologne, on ne va rien apprendre à Bologne sur ce terrain-là, donc là-dessus je me tairai, mais on a aussi évidemment tout un travail avec mon université. Nicolas je pense que, bon, alors, évidemment, il y a un rapport important, un travail important sur les nouvelles générations dans le sens plus petit du terme. À partir des enfants qui ont 5-6 ans ou même moins. Nous faisons à peu près 2400 événements scolaires, tout inclus, donc séminaires, rencontres, tout mélangé, ça fait 2400 par an, avec 2 organisations qui font que de la pédagogie, qui sont de 2 côtés linguistiques, donc les gens comprennent très bien. Et donc c'est une activité importante. Comme vous le savez, l'idée même du musée du cinéma créé par Ledoux en 1962, c'était de créer aussi un espace où on montrait les cinémas qui fonctionnent, les machines, enfin comment fonctionne la pellicule, etc., qu'on continue à faire, qu'on montre aux enfants et aux activités. Et puis il y a l'activité de programmation, 3000 séances par an, 2800 pour être précis. Et dans lesquels évidemment on essaie de rencontrer le public. Et je pense que l'équilibre, comment dirais-je, le zénith de ça est Bologne, où on mélange en même temps une programmation de très haute qualité et des choses aussi difficiles, si tu veux,
Et en même temps, on sait bien qu'il faut créer l'événement, il faut créer la piazza avec, je ne sais pas, quel métropolis encore, parce que ça produit ce mouvement qui amène les gens dans nos salles. Et puis, il faut travailler en même temps sur des publics différents. Donc, une des choses que j'ai trouvées, j'essaie d'être bref, le jeudi. Il y a une chose à Bruxelles qui s'appelle le jeudi, le cinéma du Jadi, les jeudis. Et donc, c'est les gens âgés qui viennent voir les films. Et il y a quelques années, bon, il y a toujours les gens qui font la queue. Et si vous lui demandez qu'est-ce que vous voulez voir, ah, on ne sait pas. Et, parce que littéralement, ils ne savent pas. Ils savent que le jeudi après-midi, ils vont voir les films. Mais il y aura toujours quelque chose de bien. Et ça suffit que ça bouge. Une femme un jour, ça suffit que ça bouge, je ne sais pas. Bon, et donc il faut créer des niches et il faut travailler avec les choses. Donc, par exemple, cet hiver, on fera une semaine de concerts où on montre, Caligari et d'autres films, et on montre aussi Assunta Spina, et donc on fait un programme plutôt varié, et quelques semaines plus tard, on fera une grande rétrospective, on recommence le festival du cinéma expérimental de Knock avec Knock 2.0 en octobre, et on fait une rétrospective où on montre des rétrospectives de cinéma d'avant-garde montrées en pellicule quand il faut, et en même temps des œuvres faites sur l'iPhone, si jamais il y en a quelqu'un qui le fait. Et c'est pour ça que je dis le cinéma est vivant et tous les cinémas. Et après une semaine, on fera une rétrospective de Wang Bing, qui est quelqu'un qui, sans le digital, n'a jamais pu faire le film qu'il a fait. Et voilà, et on cherche des publics très différents, des publics jeunes. Et quand j'ai montré la chose que j'étais vraiment, on a fait le spectacle Monument Film il y a l'année passée à Bruxelles, et ça m'a chauffé le cœur qu'à Bruxelles, pas un événement dans un cadre de la cinémathèque, l'âge moyen était 29. Et l'expérimental, les nouveautés, le film difficile, le film qui va au-delà, et le cinéma qui attrape les jeunes générations et qui demain vont faire des films, et j'espère vont faire des films plus intelligents et plus créatifs. Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais... Oui, très bien. Et maintenant, c'est Zemanel. Oui, c'est... Oh, tu sais, on a la série des épisodes. On a la série des épisodes, on aime beaucoup les films courts. Et donc... Ok, si je me permets, je couperai après. Si je me permets de revenir sur une question, je veux quand même préciser un point. Je pense que nous, les gens de Cinémathèque, ont parfois tombé dans un piège qui est de discuter le goût du support. Moi, j'ai jamais prétendu d'avoir un goût spécial envers la pellicule en tant que telle. Quand je prétends que notre travail va respecter la technologie, c'est pas parce que j'aime plus la pellicule que le numérique. Ce qui m'intéresse en tant que cinémathèque, c'est le rapport entre la base technologique et les œuvres, ce qu'on construit avec cette technologie. Donc je suis absolument passionné dans le présent en ce qui concerne les créateurs qui travaillent le numérique en poussant les possibilités, le potentiel du numérique jusqu'à ses limites. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le rapport entre les choses, la base technologique et l'œuvre. Donc je ne fais pas des choix, je n'ai pas de la nostalgie en tant que telle envers la pellicule, j'ai la volonté de transmettre un héritage en faisant comprendre l'ensemble de ce qui était en train de construire cet héritage. Bon, je saute sur la question que tu as posée. Nous avons des activités dans ce qu'on appelle la cinémathèque junior, donc dans l'initiation à l'image. C'est une partie de plus en plus importante de notre activité, mais j'insiste sur le point que l'ensemble de notre activité peut être considéré pédagogique. Et donc chaque séance de la cinémathèque est une séance pédagogique. C'est pour cela aussi que dans une tradition
qui est en partie générale, en partie particulier, dans le sens que chacun a construit une solution spécifique. Par exemple, chez nous, depuis les débuts des années 80, toute projection cinémathèque, qu'il y a une présentation ou non, est accompagnée d'un texte originel écrit par quelqu'un de la cinémathèque qui contextualise ce film dans l'époque présente pour quelqu'un qui vient le découvrir la première fois. En ce qui concerne la transmission de cet héritage, et voilà, nous sommes très d'accord sur la question que l'essentiel est la salle. Là, je suis totalement d'accord. Je pense que ça, c'est la question, la salle. Mais là encore, il y a des questions technologiques parce que c'est pas par hasard que la salle était tellement importante. On sait que le cinéma a commencé avec chez Edison sans la projection, mais à partir du moment où il y avait la projection, l'ensemble de l'histoire du cinéma, c'était l'ensemble de l'expérience des salles. Et le fait que la nouvelle technologie permet tellement, d'une façon tellement facile, l'accès aux images à travers d'autres moyens, met en cause naturellement, par principe, l'avenir de la salle. Donc, voyons, c'est une question à discuter. La seule chose qui peut-être j'aimerais ajouter à ce que mes collègues ont dit, c'est la suivante. Je pense parfois à ma génération, devenons personnels. Quand j'étais adolescent, aux années 60, j'étais passionné du cinéma, je lisais tout ce que je pouvais, je savais par cœur, à travers quelques photogrammes publiés dans les livres, je savais par cœur quels étaient les titres de la filmographie d'Eisenstein, mais j'avais vu aucune copie, aucun film d'Eisenstein. Je n'avais pas accès à ces films. C'était la dictature, les films n'étaient pas possibles de voir. La première fois que j'ai vu Potemkin, c'était à la maison, une copie réduite en 8 mm, très très pauvre, dans un petit groupe de gens qui se réunissaient comme clandestinement pour voir un film subversif. Et donc, ce qui me fait penser, c'est que quand, par exemple, la cinémathèque, à partir de 1980, sous l'impulsion d'un homme qui a changé beaucoup de choses au Portugal, dans ce contexte, qui était João Bernardo da Costa, quand il a insisté sur une expérience de programmation très forte, il a commencé, pas seulement à la Cinémathèque, mais dans une fondation importante au Portugal, la Fondation Gulbenkian, à faire des grandes rétrospectives d'auteurs, et il faisait tout complet. Donc il faisait les grands auteurs, pas seulement des thèmes, des décennies, mais des auteurs. On a vu Hitchcock complet, déjà à la Cinémathèque aussi, John Ford, des grands noms. Et le rapport que j'avais avec cette programmation, c'est que j'étais absolument préparé à découvrir les films. Je savais beaucoup de choses sur les metteurs en scène, sur leur contexte, mais je n'avais pas vu les films. Donc il me montrait les choses que je savais, que je voulais voir. Je pense que le rapport des jeunes aujourd'hui, c'est absolument l'opposé de ça. C'est-à-dire, ils ont l'accès à pratiquement tout que je ne pouvais pas voir. D'une manière ou d'une autre, on pourrait comparer la pauvre copie de Potemkin que j'ai vue avec toutes les images dans l'Internet. Un jeune, s'il veut et s'il connaît, a l'accès à tout ce que je n'avais pas l'accès à l'époque. Mais justement, ce qu'il n'a pas, c'est ce que j'avais. C'était ce contexte, ces lectures, cette préparation qui me faisait savoir d'avance que je voulais voir certains films. Et donc, ce qui lui manque radicalement, c'est comment choisir, comment découvrir des choses dans l'immensité de films qu'il a accès maintenant avec les nouvelles technologies. Donc je pense que si la Cinémathèque a toujours été un endroit de pédagogie, elle est maintenant dans un sens différent. C'est-à-dire, plutôt que seulement donner à voir, mais donner à voir, c'est aussi récupérer, donner toujours à voir dans l'émotion de la salle, donc c'est déjà un premier point. Un deuxième point, c'est que la contextualisation, ce qui va avec la projection, devient de plus en plus important pour donner un chemin, des chemins de découverte. Donc voilà ce que je pense. Merci beaucoup, Emmanuel. Je crois que c'est très clair que l'activité de ces institutions a des racines très, très profondes, qui
Donc le travail qu'on fait sur le futur, c'est très lié à la tradition de ces institutions. Je retiens ce que Zemanel a dit, que l'ensemble de l'activité du Cinémathèque est une activité pédagogique, que je trouve très juste. Et je crois que ces rencontres d'une ère a donné l'idée de l'ampleur, de la complexité de l'activité du Cinémathèque aujourd'hui, mais aussi de la capacité du Cinémathèque de se confronter avec le présent, comme ça a été toujours, comme justement a dit Nicolas, une cinémathèque travaille pour le futur, pour l'avenir. Alors, l'envie au Cinémathèque, on se revoit, peut-être on fera le même panel l'année prochaine, et peut-être on va discuter de comment créer ce qui me paraît une question essentielle, comment commencer à produire la pellicule en tant que cinémathèque. Donc, cinémathèque européenne pour la construction de la pellicule et de l'avenir du cinéma. Grazie.